Bonjour à vous tous, bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes. Comme chaque semaine, nous allons regarder l'actualité, tenter de la décrypter, de l'analyser. Nous le faisons avec des responsables éditoriaux des médias chrétiens. Et aujourd'hui, nous avons choisi comme thème les enfants, les familles pauvres, à l'occasion du rapport annuel du Secours catholique. Cette semaine, j'ai le plaisir d'inviter sur ce plateau Jean-Luc Mouton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire protestant Réforme. René Poujol, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire catholique Pèlerin. Alors, les enfants pauvres sont aujourd'hui en France, selon les dernières statistiques, plus de 2 millions. Ils sont pauvres, il faut surtout le souligner, parce que ce sont leurs familles qui sont pauvres et qui sont fragilisées. Le rapport annuel du Secours catholique, publié il y a quelques jours, souligne notamment le nombre croissant de familles parentales en difficulté. Alors, comment réduire la précarité de ces mères isolées à travers le logement, le travail, les prestations sociales? Quelle est aujourd'hui la politique familiale la mieux adaptée, mais aussi quelle part doivent prendre les associations bénévoles, notamment chrétiennes, dans cette action? Avant d'entendre nos invités, je vous propose comme illustration en image un cas parmi tant d'autres. Cette mère de 5 enfants vit en banlieue parisienne, à L'Haÿ-les-Roses, et a bien du mal à joindre les deux bouts. Frédéric Jakovlev est allé la voir. On regarde. Sylvie a 46 ans. Mère de 5 enfants de 3 pères différents, pour elle, la vie, c'est un peu la galère au quotidien. À commencer par les difficultés financières. Entre son travail à temps partiel, les aides de la CAF, la caisse d'allocation familiale, elle boucle à peine son budget. Chaque mois, c'est la course aux dépenses inutiles. Il faut toujours tirer un peu sur la corde pour arriver au bout, quoi, parce que les courses, il faut les faire tous les jours, alors c'est pas marrant. On essaye de prendre le moins cher, mais bon, c'est pas toujours évident. Comme Sylvie, sur près de 300 000 familles rencontrées l'année dernière par le Secours catholique, 60% sont monoparentales. Une proportion qui n'a cessé d'augmenter ces 10 dernières années. Les plus touchées sont les femmes, seules ou avec enfants. Elles se débattent au quotidien pour sortir la tête de l'eau. Sylvie n'a pas eu le choix. Entre son travail, l'éducation des enfants, le ménage et les découvertes qui s'accumulent, elle a fini par baisser les bras. Pour obtenir de l'aide, elle s'est tournée vers les services sociaux. Alors c'est vrai que des fois c'est un peu chiant de se dire que tu as l'assistante sociale juste pour enfants derrière, mais bon, c'est mieux de faire ça que de faire n'importe quoi et puis qu'après justement avoir des problèmes et puis avoir la police ou justement avoir les assistantes sociales mais sur le dos parce que vous laissez vos enfants faire n'importe quoi. J'ai fait la même chose pour Océane et Floris, ils sont suivis. Ces mères divorcées, séparées ou célibataires peinent à concilier travail et vie de famille. Sylvie, par exemple, rêve d'un emploi à plein temps. Mais comment l'assumer au quotidien? Comment s'occuper alors de l'éducation des enfants? Mal formées, peu diplômées, ces femmes sont les plus fragiles. 27% d'entre elles disposent de revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Sylvie s'en sort un peu mieux. Elle a un emploi, un logement HLM, des enfants qui l'aident. Mais l'avenir, difficile de l'imaginer. Comme la plupart des femmes seules, Sylvie a appris à vivre avec la peur du chômage, la précarité. Pour elle, l'insouciance est un luxe, un rêve encore inaccessible. Alors, la précarité donc frappe beaucoup ces mères isolées. C'est notamment un des points soulignés par le rapport du Secours catholique. Jean-Luc Mouton, ça veut dire que la situation empire, même avant la crise, puisque les données du Secours catholique datent de 2007. Oui, on ne sait pas ce que ça va donner avec les difficultés financières actuelles. Ça ne peut pas, effectivement, s'améliorer. Ce qui est frappant, effectivement, moi j'ai lu différents rapports, notamment il y a des rapports faits par l'administration, enfin, les administrations sur la pauvreté. Et c'est vrai qu'il y a un point particulier sur les femmes, et notamment les femmes seules, les foyers monoparentaux, où c'est souvent les femmes qui s'occupent des enfants et qui ont un travail parce qu'elles ont des enfants à charge. Elles ne peuvent pas avoir un travail à plein temps, donc elles ont un travail à temps partiel, donc un temps partiel non choisi, et qui les met dans une situation financière, d'équilibre financier très précaire, avec ce phénomène de travail précaire et de travail à temps réduit se complique aussi avec le problème du logement, c'est que les prix des logements ont augmenté en région parisienne, mais un peu partout en France. Les prix ont énormément augmenté, donc ça fait que ces personnes n'arrivent absolument pas à joindre les deux bouts. Et le problème, effectivement, dans l'emploi et le problème du prix des logements fait qu'aujourd'hui, ce sont ces foyers monoparentaux, donc notamment ces femmes, qui sont dans les plus grandes difficultés. Alors, est-ce que ça augmente? Je ne sais pas. D'après les chiffres, la pauvreté a un peu augmenté depuis 2004, elle est plutôt stable, mais en tout cas, ce phénomène-là est effectivement quelque chose qu'on constate de tous les travailleurs sociaux. Mon épouse l'est, et elle a constaté ça aussi, que des femmes sont de plus en plus nombreuses pour demander de l'aide. C'est-à-dire, dans le rapport, donc, souligne le fait que les familles monoparentales sont de plus en
plus importante dans les cas de fragilité. Oui, René Pujol. Déjà, les familles monoparentales ont considérablement augmenté au cours de ces années. Les rapports c'est une évolution de la société du Secours catholique, oui, disent qu'en 10 ans, le pourcentage de familles monoparentales parmi les familles exclues est passé de 50 à 60% parmi les personnes qui sont assistées par le Secours catholique. D'ailleurs, Jean-Luc parlait tout à l'heure d'autres enquêtes. Il y a une étude qui a été rendue publique il y a 1 ou 2 jours de la défenseure, puisqu'on dit comme ça, des enfants, qui note dans les conclusions de son rapport, donc là on est complètement dans l'administration, il ne s'agit pas du constat d'une association, que l'une des tendances lourdes de la société française, c'est effectivement l'éclatement des familles. Et la défenseure des enfants dit il y a aujourd'hui en France 1 enfant sur 4 qui vit avec un seul de ses parents. Donc je crois que c'est effectivement des tendances lourdes. Alors, je veux dire, on n'est pas là pour faire de la morale à 3 sous, mais je crois que quand même, largement en amont, je crois que ça interpelle notre société. On sait qu'aujourd'hui, la deuxième source, si vous voulez, de paupérisation, de pauvreté dans la société française, derrière le chômage stricto sensu, c'est l'éclatement de la cellule familiale, c'est le divorce. Alors il ne s'agit pas de vouloir faire la morale, de dire il faut revenir sur la loi sur le divorce, il faut empêcher. C'est pas ça. Mais je crois qu'il y a quand même derrière la nécessité de venir en aide à ces familles et de lutter collectivement contre la pauvreté. Je crois quand même à notre niveau, il faut qu'on s'interroge un petit peu sur nos modes de société qui amènent à ces éclatements et à toutes les conséquences que ça a sur le plan social vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de ces femmes qui, de toute évidence, n'ont pas une vie quand même très heureuse. Vous partagez ce constat, Jean-Luc Mouton, sur cette interpellation, sur les configurations actuelles des familles? C'est clair qu'on peut constater en tant que chrétien et dire que la famille, nous qui la défendons, là on a une preuve concrète que c'est pas en l'air, on ne dit pas ça juste pour le plaisir ou parce que c'était moral, mais parce que concrètement... Vous défendez quelle famille? Parce que souvent le débat porte ça. Familles, c'est vrai. Non mais disons les familles avec un père, une mère et des enfants, disons que c'est un cadre plus stable, on le voit là dans les faits malheureusement, qu'une famille monoparentale. Maintenant, pour aller un peu plus loin et pour ne pas être tout à fait d'accord complètement, puisque c'est le jeu de l'émission avec mon ami René, c'est qu'on peut dire que beaucoup de femmes n'ont malheureusement pas choisi. Ce qui arrive souvent, je disais que mon épouse travaille dans les assistante sociale, enfin responsable d'un service social, et elle voit beaucoup de femmes, notamment d'origine étrangère, qui sont laissées tomber, enfin qui sont mises de côté par leurs époux et qui sont forcées de se débrouiller, et même si elles n'ont pas du tout envie de se débrouiller toutes seules, et c'est pas le choix de vie qu'elles auraient fait, mais elles ont été abandonnées et elles sont bien forcées, elles, de s'occuper des enfants, ce que ne font pas toujours leur mari, qui les ont laissés de côté, qui les ont laissés tomber. Donc c'est pas un choix de vie, et je veux dire, on peut déplorer cet état de choses sans le condamner de manière morale. Je crois que de fait, un père et une mère et des doubles foyers, enfin foyer avec un père et une mère avec double entrée financière, double salaire, fait qu'on s'en sort beaucoup mieux qu'avec un seul salaire. C'est une évidence qu'il est peut-être bête de rappeler. Alors, mais il n'était pas dans mon intention bien évidemment de jeter l'opprobre sur ces femmes qui effectivement ne l'ont pas choisi. Je m'interrogeais simplement sur une société dont on voit bien que depuis quelques années, notamment la législation sur le divorce et donc la capacité pour des hommes de laisser leurs femmes seules en charge d'enfants leur a été donnée au nom de la liberté de chacun de choisir finalement le mode de vie qu'il souhaite. Et on dit souvent que ça ne pose aucun problème, que le divorce ne pose aucun problème, et on voit que ça pose quand même quelques problèmes. Alors, est-ce que, par rapport à cette allusion notamment au divorce, est-ce que ça veut dire que la politique familiale aujourd'hui en France vous paraît perfectible dans ses orientations actuelles ? Je pense qu'une politique familiale est toujours perfectible. Elle a des succès, la politique familiale française. Je suis pas un nataliste forcené. Il n'empêche quand même que l'équilibre d'une société vient aussi de sa capacité à se renouveler et donc avoir une jeunesse qui représente quand même l'avenir du pays. Je crois qu'on peut se féliciter au moins d'une chose en France, c'est que précisément de tous les pays européens, avec l'Irlande, on est celui où, je dirais, l'équilibre démographique est le meilleur. C'est bon pour nos retraites, c'est bon pour la société. Vous savez, quand vous allez dans des villes où il n'y a que des vieux, c'est pas forcément très agréable. Et on sait bien que si on est arrivé à ce résultat, c'est que en France, effectivement, on a su aider des femmes à rentrer dans le monde du travail, donc à avoir un deuxième salaire. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment, mais donc il y a effectivement une politique familiale qui a été assez dynamique. Le tout est de faire en sorte que cette politique familiale ne s'étiole pas et qu'on ne la limite pas à quelques cas précisément. Le grand risque à l'heure actuelle, me semble-t-il, par rapport à la politique familiale, c'est parce que les moyens risquent d'être limités et parce que la pauvreté risque d'être augmentée, de lier politique familiale à soutien uniquement à la pauvreté.
pauvreté, aux familles les plus pauvres. Alors qu'on sait bien que c'est largement en amont qu'il faut, et que c'est toutes les familles qu'il faut soutenir, et que précisément, si en amont on soutient toutes les familles, vraisemblablement, ça empêchera un certain nombre d'entre elles de basculer dans la pauvreté. Je crois que c'est encore perfectible. Soutenir toutes les familles, Jean-Luc Mouton, est-ce que ça veut dire que la politique familiale consiste non seulement à favoriser la natalité, les familles plus nombreuses, assurer le renouvellement des générations, mais aussi à faire office de prestations sociales et donc de prévoir d'être dirigé envers toutes les familles, quelles qu'elles soient monoparentales, qu'elles soient familles nombreuses, qu'elles soient familles éventuellement étrangères? Je sais pas, moi je suis peut-être un peu moins enthousiaste sur la politique familiale. Je me dis que c'est le choix des individus et des couples de faire beaucoup d'enfants ou d'en faire moins. Je sais pas si on fait des enfants parce qu'on est incité ou parce qu'on est aidé ou parce qu'on a des allocations familiales. Ça me semble un peu court. Je sais pas, la décision de vivre avec de fonder une famille. On dit pourtant que c'est ce qui fait la différence par rapport avec des pays comme l'Allemagne. Effectivement, on peut dire en France qu'il y a différentes aides pour les familles, les crèches qui sont bien organisées, et que dans les pays où c'est mieux organisé, on voit une natalité plus importante. Mais je pense que c'est aussi une confiance en l'avenir. C'est assez étonnant que notre pays qui râle tout le temps, où on dit tout le temps que ça va pas, que c'est dramatique, c'est un des pays européens où il y a le plus d'enfants. Est-ce que c'est à cause des prestations familiales? Je ne suis pas très sûr. Je pense que c'est aussi une vision d'avenir, c'est aussi un dynamisme, c'est aussi une envie de continuer de vivre. Enfin, ce pays est pas un pays aussi désagréable à vivre. Moi, je dis que je pense que c'est plutôt une ambiance générale que des politiques natalistes. Sur les politiques natalistes ou familiales, honnêtement, je pense quand même qu'il faut aider plus naturellement ceux qui en ont besoin, plutôt que ceux qui ont des hauts revenus. Quand on a des hauts revenus, qu'on ait une présence familiale au troisième enfant augmenté ou pas augmenté, c'est pas ça qui va faire qu'on fera 3 ou 4 enfants. Enfin, à mon humble avis, je ne sais pas si on a des statistiques le vérifient, mais il me semble que justement, il faut là voir, en voyant ces chiffres, il faut une aide plus forte. C'est ce qu'avait prévu d'ailleurs le gouvernement à l'époque de Lionel Jospin. Il y a eu une levée de bouclier contre ça. On s'est dit, c'est pas du tout ce qu'on a entendu dire, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il avait proposé d'aider prioritairement ceux qui avaient besoin d'être aidés. Je suis un peu de cet avis-là. Voilà, et moi je suis en désaccord. Pour une fois que donc, sur un plateau, on peut être en désaccord. Parce que ça veut dire aider les familles nombreuses ou aider systématiquement dès la naissance du premier enfant? C'était un peu l'objet du débat. Autant de Lionel Jospin, mais aussi... Je crois que l'intuition des aides familiales, l'intuition de la politique familiale, c'est que réduire les inégalités sociales, c'est pas le rôle de la politique familiale, c'est le rôle de la politique sociale, c'est le rôle des impôts, la répartition à travers les impôts. On n'est pas dans la même configuration. L'intuition de la politique familiale, c'était de dire que 2 familles, je dirais à revenu égal, s'il y en a une qui choisit d'avoir un enfant et s'il y a l'autre qui choisit d'avoir 4 enfants, parce que c'est son souhait, on comprend bien qu'à revenu égal, celle qui a un enfant vit mieux que celle qui en a 4. C'est donc essayer de compenser pour que leur niveau de vie se rejoigne un petit peu. Je crois que cette intuition demeure. J'entends bien qu'on ne fait pas des enfants parce qu'il y a des allocations. Il n'empêche que toutes les études montrent en France que quand on demande à des couples quels sont leurs souhaits, si vous pouviez avoir le nombre d'enfants que vous souhaitez, combien souhaiteriez-vous en avoir? Ça tourne autour de 3. La réalité est qu'ils en ont autour de 2. C'est 2 ou 3 quand même. Donc il s'agit tout simplement de permettre à des couples, en toute liberté, d'accueillir le nombre d'enfants qu'ils ont envie d'avoir. Après tout, je trouve que c'est aussi honorable d'avoir envie d'avoir un enfant de plus que d'avoir une belle voiture, une belle maison à la campagne, etc. Donc il ne s'agit pas de pousser au natalisme, c'est pas du tout mon style. Il s'agit de permettre à des enfants et à des couples de réaliser le type de couple et le type de famille qu'ils ont envie de réaliser. Alors il y a 2 leviers sur lesquels on peut jouer pour lutter contre cette précarité. C'est ce qui a été souligné par vous-même et notamment dans le sujet, on l'a bien vu, on s'en est rendu compte. C'est le levier du travail et celui du logement. Qu'est-ce qui peut être fait, à votre avis, pour accélérer, faciliter cette amélioration, pour réduire la précarité? Moi, je voudrais juste faire un point peut-être un peu général sur justement les interventions de l'État et les politiques sociales. Donc, éventuellement, sur le logement et sur le travail. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui en France, pour dire les choses rapidement, jusqu'en 2004, la pauvreté a diminué dans ce pays. On pose des cris d'alarme dans les médias, nous sommes bien placés pour montrer les choses en épingle, mais globalement, jusqu'en 2002, en tout cas, quand vous prenez la courbe de 1970 jusqu'à 2002, la courbe est pas à 45 degrés, mais ça baisse régulièrement. Ça a arrêté de baisser depuis 2002, ça tend un tout petit peu à augmenter, disons c'est stable. Alors que dans d'autres pays européens, ça a augmenté, la pauvreté a augmenté, alors qu'en France, elle est stable. C'est pas formidable comme résultat, mais c'est pas aussi alarmiste que ce qu'on dit. Mais malgré tout, si c'est stable, c'est un problème. Et là, ce problème est compliqué dans le sens où c'est stable, c'est stabilisé, mais les écarts de revenus sont de plus en plus grands. C'est-à-dire que ceux qui sont pauvres sont de plus en plus pauvres, et de plus en plus décrochés par rapport à la moyenne. Mais ce qui me frappe, c'est pas ça, c'est que
On a produit depuis des années 2000 un nombre incalculable de mesures sociales. Si vous faites la prime pour l'emploi, la réforme des aides au logement, la couverture médicale universelle, la CMU, c'est des choses formidables. Aujourd'hui, le RSA, on n'arrête pas d'ajouter des structures et des manières d'aider les plus pauvres. Sauf qu'on voit que ça c'est l'État-providence à l'excès? Ah non, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire qu'on a l'impression qu'on fait face à un taux d'Anaïde, on ajoute des lois qui sont formidables, qui sont des bons principes, qui ont pour but d'aider. Ça empêche d'empirer, mais ça n'améliore pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'évolution globale de la société? Est-ce que c'est la précarisation générale de la société qui produit ça? Est-ce que nos politiques sociales sont pas assez fortes? Je ne crois pas. Je crois que les États successifs ou les gouvernements successifs ont fait beaucoup de choses. Maintenant, on voit que on ne produit pas un recul de la pauvreté. Donc, ce qui veut dire, c'est que il y a un état global des échanges aujourd'hui. On appelle ça mondialisation, on appelle comme on veut, qui produit en fait cette précarisation de plus en plus importante. Donc, les États font ce qu'ils peuvent, mais on voit bien dans l'histoire des femmes seules qu'il n'y a pas que le rôle de l'État. Que c'est les associations ou c'est nous tous qui pouvons faire quelque chose de plus. J'allais en venir à ce point et vous demander, puisqu'on a vu ce reportage et ce rapport du Secours catholique, quel peut être le rôle des associations et comment peuvent-elles se positionner par rapport à l'État? Vous dites l'État ne peut pas tout faire, les associations peuvent répondre aussi, nous on ne peut pas tout faire. Alors quel est le bon rapport entre intervention publique et intervention des associations, René Poujol? Je crois que les deux sont nécessaires. Vous savez, moi je me souviens d'une phrase de Elder Camara, dont on fêtera d'ailleurs le centenaire l'an prochain, qui disait à l'époque au Brésil, quand j'aide les plus pauvres, on dit de moi que je suis un saint, quand je m'interroge sur les causes de leur pauvreté, on me dit que je suis communiste. Je crois que ça reste vrai dans notre pays et que le rôle des associations, c'est aussi, bien évidemment dans un premier temps, d'aider, mais aussi d'interpeller la société sur les causes de la précarité. Et puis j'ajouterai ce que je disais tout à l'heure, vous allez me dire que c'est une idée fixe. Quand je vois des familles monoparentales et que je les aide, on me dit que je suis un mec très bien, mais quand je pose la question à la société de savoir pourquoi il y en a autant, on me dit que je suis affreusement réactionnaire. Bon, voilà. Donc je crois qu'il y a les deux. À mon avis, les associations ont un rôle irremplaçable, et je crois que les chrétiens au premier chef. Enfin, le vrai sens de l'Eucharistie pour un chrétien, enfin, je veux dire, le jeudi saint, c'est non seulement l'adoration du Saint-Sacrement, mais c'est le lavement des pieds. Je veux dire, on n'en sortira pas. Donc, je dirais des chrétiens qui se laisseraient pas interpeller par cette question-là, à mon avis, ils sont complètement à côté de la plaque. Donc, il y a à la fois l'aide, la proximité, et on voit bien les dizaines de milliers de bénévoles du Secours catholique et d'ailleurs d'autres associations, la CIMAD et autres. Et puis, il y a quand même des têtes pensantes à l'intérieur de ces associations, dont le rôle est d'interpeller les pouvoirs publics et d'avoir des expertises pour pousser à un certain nombre de réformes qui puissent intervenir en amont pour essayer d'endiguer cette espèce de fléau de la paupérisation de la société. Interpellé jusqu'à quel point on s'en souvient il y a quelques semaines, le cas frappant dans un autre domaine avec la CIMAD qui interpelle peut-être jusqu'à un point qui peut déranger un gouvernement. Est-ce que les associations protestantes, catholiques, chrétiennes peuvent interpeller, peuvent déranger les pouvoirs en place? Mais je crois que là, on a un exemple tout à fait formidable de ce qui est à la suite de ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, le Secours catholique constate que ces services sont débordés de demandes. Et c'est vrai pour toutes les associations. Ce sont les services sociaux qui envoient d'ailleurs aussi. Voilà, j'ai téléphoné à l'entraide protestante qui m'ont fait le même constat, c'est qu'ils sont débordés de demandes. Pourquoi? Ils disent même que leurs structures sont embolisées, c'est-à-dire sont complètement bouchées. Pourquoi? Parce qu'il y a un afflux considérable aujourd'hui de personnes sans papier. Des personnes qui sont rejetées parce qu'on leur a donné le papier, parce qu'ils sont venus en France et parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être légalisés. Donc ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de vrai logement puisqu'ils n'ont pas de travail, pas de moyens de prouver leur salaire, et donc ils sont à la charge des associations. Donc ces associations font leur travail d'accueil de ces personnes parce qu'on ne peut pas les laisser à la rue, sauf qu'en même temps elles n'arrivent plus à aider les plus pauvres qui étaient aidés précédemment. Donc on voit bien là qu'une politique quelle qu'elle soit, une politique notamment en matière d'immigration, a des conséquences sur la gestion de la pauvreté par ces associations. Donc là, il y a directement un lien. Oui, moi je rajouterais une chose. Je crois que les catholiques, peut-être les protestants aussi, sont sensibles à certains discours, je dirais pas gouvernementaux, mais même le président de la République, un discours de bienveillance par rapport aux religions dans la société française. C'est vrai que ça a un aspect très positif. Il y a un revers de la médaille. Un revers de la médaille qui est que dans une société libérale, la tentation est forte pour l'État de se désengager finalement d'un certain nombre de fonctions de type social pour en revenir aux fonctions régaliennes qui sont la justice, la police, l'armée, etc. Et de dire c'est aux organisations caritatives et associatives finalement de régler les problèmes que peut poser
favoriser la croissance et les inégalités sociales. Je crois qu'il faut être très attentif à ça. À la fois, c'est vrai que c'est pas le rôle de l'État de tout faire, mais il faudrait pas non plus que les associations soient dans une espèce de fascination, de dire on a de plus en plus de responsabilités, donc on est de plus en plus reconnu, tout simplement parce qu'on se décharge sur eux de fonctions dont on peut penser qu'elles reviennent malgré tout à l'État. Et le gouvernement pourrait dire les associations sont là, donc je m'en débarrasse en quelque sorte. Oui, il pourrait se défausser comme. Non, mais c'est vrai que c'est une tendance. C'est vrai qu'on dit aujourd'hui ça vient des États-Unis. Hein, c'est comment il appelait ça, l'action compassionnelle, la politique compassionnelle. George Bush disait nous l'État n'a pas à s'occuper des plus pauvres, on n'a pas à s'occuper des déshérités, on n'a pas à s'occuper des étrangers. C'est les associations, on va aider les associations pour qu'elles fassent ce travail. C'est une manière de se défausser. Je ne sais pas si c'est juste. Je pense qu'en Europe on n'en est pas là. Mais je voulais dire autre chose, c'est qu'il me semble aussi que nous avons une responsabilité peut-être individuelle ou personnelle. J'ai le souvenir de la canicule où on s'est aperçu que dans des immeubles, des personnes sont mortes alors que leurs voisins ne sont pas occupés de ce qu'ils devenaient. Peut-être qu'il y a aussi à réapprendre des gestes de solidarité entre nous, entre voisins, entre proches. C'est aussi ça l'appel qui nous est adressé. Merci. Nous prolongerons, je suppose, ce débat dans d'autres horizons et à d'autres moments. Il est temps maintenant de passer à la dernière partie de cette émission. Je vous propose notre rubrique à la une. Jean-Luc Mouton, Réforme a mis l'accent sur quoi cette semaine? Cette semaine, d'abord, nous avons changé un peu notre formule. Saluons cette nouvelle formule. Et on a mis en titre un grand mot régulation. C'est-à-dire qu'on a fait tout un dossier sur le G20 qui se réunit à New York, à Washington, pardon. On a dit c'est pas extraordinaire, c'est pas Bretton Woods, c'est pas la réforme du capitalisme complètement, mais il s'est passé quelques points là, quelques avancées qui sont à noter, et notamment l'idée, tout le monde est arrivé à la conclusion, tous les pays, y compris les États-Unis, qu'il faut mettre un peu d'ordre dans les échanges mondiaux, dans la finance mondiale, et il faut réguler. Le grand mot de régulation. Donc le retour des États, le retour des politiques publiques et le retour un peu d'une surveillance dans une époque où on a dit qu'il fallait laisser faire les marchés, qu'il ne fallait surtout pas intervenir. Aujourd'hui, tout le monde dit, eh bien, écoutez, on va essayer de réguler un peu ensemble. Et ça, nous estimons que c'est une bonne nouvelle. Alors, mon petit doigt me dit, René Poujol, que dans Pellerin, vous n'êtes pas loin de cette préoccupation. Ben oui, nous sommes très attentifs à la crise du moment, à tous les débats, à la manière dont les catholiques et l'ensemble des Français réagissent. Et nous avons en couverture de notre magazine une interpellation du président de la République sur la question des paradis fiscaux, d'ailleurs sur laquelle lui-même s'est déjà un petit peu engagé. Et nous reproduisons dans Pellerin, nous publions dans Pellerin un appel, une lettre ouverte au président de la République, précisément de ces associations dont on parlait. C'est un appel à pétition, d'ailleurs, toutes les personnes... C'est une première ou ça s'est déjà fait? Non, ça s'est déjà fait sur, par exemple, sur les réfugiés au Tchad venant du Soudan. On a déjà fait ça. Vous pouvez aller signer sur le site pellerin.info. Alors, nous répercutons donc une lettre ouverte qui est signée par des personnalités, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du président du Secours catholique, du président du CCFD, du président de Justice et Paix et du président de Foi et Justice. Donc cette lettre a été envoyée au président de la République et nous avons déjà quelques échos de l'accueil dans le pays de cette pétition. Donc pour supprimer les paradis fiscaux, un seul chiffre. On évalue à l'heure actuelle l'évasion fiscale en France en termes de paradis fiscaux à exactement le montant du déficit budgétaire, 50 milliards d'euros. Voilà le rôle d'interpellation qu'on évoquait des associations. Nous allons terminer cette émission par notre rubrique En bref. Alors, je voudrais tout d'abord évoquer ce nouveau cas délicat d'euthanasie passive en Italie. Comme on l'a vu ces jours-ci, la Cour de cassation de ce pays a donné son feu vert pour qu'on cesse d'alimenter une femme italienne âgée de 37 ans et plongée dans le coma depuis 16 ans après un accident de voiture. C'est son père qui a fait cette demande depuis des années, convaincu que sa fille n'aurait pas voulu être maintenue en vie artificiellement. Pour l'Église catholique, on connaît la position de l'Église. L'alimentation et l'hydratation artificielle ne sont pas de l'acharnement thérapeutique. Il n'existe pas de droit de mourir, la vie est sacrée, a déclaré le ministre de la Santé du Vatican. Alors, je voudrais, pour terminer, alimenter la chronique du dialogue interreligieux, cette chronique est assez abondante ces jours-ci, et notamment par une première rencontre qui a eu lieu à Nicosie, à Chypre, la rencontre traditionnelle de la communauté de Sant'Egidio. C'était la rencontre de prière pour la paix, et qui s'est déroulée donc à Chypre, et qui a permis à Ingrid Betancourt d'apporter son propre témoignage. Et puis, à l'ONU, une autre conférence a réuni, des représentants des 80 pays, dont 20 chefs d'État ou de gouvernement, à l'initiative du roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Alors, pays paradoxalement encore réputé pour
une certaine réserve dans la liberté de culte, peut-être que c'est un bon signe. Voilà. En tout cas, je voudrais, suite à la nouvelle formule de réforme, saluer une autre nouvelle formule qui est sortie ces jours-ci en kiosque. C'est celle d'un autre mensuel, le mensuel Prier, que nous saluons notre confrère Prier. Voilà. Mais écoutez, il est temps maintenant de rendre l'antenne, comme on dit selon la dernière formule. Il me reste à remercier mes invités, Jean-Luc Mouton et René Poujol, mais aussi à vous dire, à vous téléspectateurs, que si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez le faire par le biais du site internet www.ktotv.com. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.